La RDC n'a pas attendu la fin de l'ultimatum lancé par l'Ouganda et qui expire aujourd'hui pour mettre en marche le processus de rapatriement des ex-M23 réfugiés en Ouganda. Tout est mis en œuvre pour faciliter donc cette opération. Je vous propose à ce sujet de suivre le coordonnateur national de la CIRGEL en RDC, Bodo Amouli. Il est au micro de Bibiche Kingombe et de Yannick Mata. On a demandé à M. Abandi de venir ici à 2 reprises à Kinshasa. Il était attendu ici depuis 3 mois, 4 mois même. M. Abandi était attendu ici pour qu'il se concerte avec le gouvernement pour accélérer le processus de rapatriement de M23. Mais il a toujours refusé. Et la fois dernière, on l'a invité ici. Il a dit non, maintenant, moi je propose que la réunion puisse avoir lieu à Luanda, etc. Donc, on a même dit ok, d'accord, on est prêt à aller à Luanda. Et bon, voilà, ça n'a pas eu, la réunion de Luanda n'a pas eu lieu. Le gouvernement est déjà prêt, je vous ai dit, avec les avions, avec le campement, avec tout ça. Donc nous n'attendons que de dire nous sommes prêts, venez nous prendre, nous prenons les avions et nous partons. Pour tout vous dire, il est prévu qu'ils aillent à Kamina. Ok? C'est à partir de Kamina qu'on va procéder au DDR. Donc ce processus va se faire directement, on identifie chaque personne, on prend les informations sur lui, on lui pose des questions sur ce qu'il veut être, etc., etc. Et puis on décide, le gouvernement de la RDC est en contact avec le gouvernement ougandais. Comme je vous ai dit, un nouveau chronogramme a déjà été discuté avec le gouvernement ougandais et il est en exécution à l'heure actuelle. Donc la date du 12 pour nous ne tient plus. La date du 12 est une date, nous ne savons même pas d'où cette date vient, comment elle a été prise. On ne peut pas prendre une date unilatéralement, ce n'est pas possible. Donc pour nous, cette date-là ne compte pas du tout. Autre chose, le député d'Élysée Sanga, auteur de la proposition de loi sur le réaménagement de la loi électorale de 2003, a retiré sa position. Il accuse le gouvernement congolais de vouloir utiliser cette loi pour échapper aux élections qui se pointent à l'horizon en 2016, qui, selon lui, pourraient aller jusqu'en 2018. Véritable coup de théâtre à l'Assemblée nationale, alors que sa proposition de loi électorale portant réorganisation des élections sur la loi de 2003, son initiateur d'Élysée Sanga a retiré son texte. Le député de Luisa au Kasaï occidental dénonce une manipulation de sa proposition pour arriver à un report des élections au-delà de 2016, voire 2018. Après la promesse qui a été faite de pouvoir en discuter dans un premier temps avec les présidents des groupes politiques au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons été surpris que le bureau hier ait pu mettre à la disposition des députés un texte de loi qui serait signé de notre main comme auteur, alors que nous n'avons jamais apporté notre accord à ce texte qui est en distribution. Par conséquent, ainsi que j'ai eu à l'aviser, je suis aujourd'hui dans l'obligation de pouvoir vous annoncer que j'ai déposé ce matin au bureau de l'Assemblée nationale, plus précisément à celui du président, ainsi qu'à tous les présidents des groupes parlementaires opposition-majorité, une lettre par laquelle j'annonce le retrait de la proposition de loi portant modification de la loi de 2003 telle que modifiée en 2011 en vue de l'organisation. Et puis à quel niveau se situe le processus électoral? Les mandataires des partis politiques accrédités à la Commission électorale nationale indépendante ont fait le déplacement du Palais du Peuple pour en avoir donc la réponse. Ils ont eu des échanges à ce sujet fructueux, il faudra le dire, axés sur le processus en cours avec le président de cette institution d'appui à la démocratie, le calendrier global, le budget pluriannuel, toutes les différentes questions d'actualité ont été passées en revue. Bibi Chingwa. C'est un face-à-face autour des échanges sur le processus électoral entre les mandataires des partis politiques accrédités à la CENI et les membres du comité des liaisons. Objectif, informer ces derniers sur l'état des lieux du processus électoral. Ces échanges se sont étalés sur l'opération d'affichage des électeurs à l'octroi du duplicata sur l'ensemble du pays. Le duplicata est gratuit, mais l'attestation de perte de pièces est une exigence légale. Les membres du comité de liaison ont demandé que le ministère de l'Intérieur, dans ses attributions, puisse, avec les entités décentralisées, harmoniser pour que sur l'ensemble du territoire national, on ait un même tarif.
La question concernant la publication du calendrier global et le budget pluriannuel qui a toujours gagné l'actualité a une des explications justes. Nous travaillons sérieusement sur la préparation du calendrier global, sur les deux conditions sine qua non, le budget pluriannuel. Il est suffisamment avancé avec le gouvernement et le cadre légal. Nous attendons l'arrivée des options fondamentales de cette loi modificatrice et dès que nous aurons ces deux éléments, le calendrier global sera connu. Occasion pour le président de la CENI d'éclairer les lanternes sur les illusoires concernant ce budget des municipales, urbaines et locales. Les informations fallacieuses sur le budget des élections locales qui ne seraient pas disponibles n'engagent que leurs auteurs parce que le décaissement de la préparation des élections urbaines, municipales, locales a déjà commencé. Le prochain rendez-vous est donc prévu pour le mois de janvier prochain en vue de l'examen du cadre légal. Le retard accusé par l'opération d'affichage des listes aura une incidence sur les déroulements des préparatifs. Alors, à quand les municipales, urbaines et locales? Seuls les experts pourront nous fixer dans les jours à venir. Série de remises et reprises dans les différents ministères. Omer Ngouaké est le nouveau ministre à l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat. Cérémonie de remise et reprise est intervenue ce jeudi avec Fridolin Kassochi, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. C'est une cérémonie simple mais pleine de significations. Fridolin Kassochi Moussoka, ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat sortant, cède le fauteuil au nouveau promu Ngouaké. Dans une ambiance bon enfant, l'actuel ministre des Infrastructures Travaux publics ne peut que remercier le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour les choix opérés en sa modeste personne en le reconduisant dans le gouvernement Matata II. Je tiens à remercier le chef d'État, renouveler la confiance à travers ma modeste personne, malgré toutes les failles que j'ai pu certainement avoir tout au long de mon mandat, parce que l'œuvre humaine, c'est une œuvre perfectible. Je ne dirais pas que je n'ai été qu'à la hauteur des missions qui m'ont été confiées. Je tiens aussi en tout cas à féliciter mon cher frère ici présent pour son élévation à la fonction de ministre en charge de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat. Pour sa part, le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, Omer Ngouaké, loue les mérites de son prédécesseur après avoir remercié à son tour le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Il sera ingrat de ma part de ne pas reconnaître le mérite et les soucis de celui qui a accepté de faire de moi aujourd'hui ministre de l'aménagement du territoire. Je cite le président Joseph Kabila, président de la République. Je voudrais simplement rassurer mon collègue le ministre Kassochi de ma sincère collaboration. La cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire générale urbanisme et habitat, Thérèse Bafalanga Atossa, représentant le secrétaire du gouvernement. Cette dernière a exhorté les deux membres du gouvernement Matata II à plus de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions. Et Fridolin Kassochi Moussoka a ensuite échangé avec le gouverneur Jacques Badou du Bas-Congo sur différentes questions liées au secteur minier, suivant le chef de l'exécutif provincial. Le péage de la route nationale numéro 1 a connu une évaluation. Et cette évaluation a amené l'amélioration des recettes. Et ces recettes qui doivent être utilisées dans les travaux publics. Nous sommes venus voir son Excellence, Monsieur le ministre des Travaux publics, pour échanger avec lui autour d'une instruction du chef de l'État qui veut que les travaux de la route Boma-Matadi butent sans délai. Avec le recette du péage évidemment. Après la route Boma-Matadi, le chef de l'État veut que la route Boma-Mwanda soit aussi réhabilitée. Et c'est là, évidemment,
En attendant sa réhabilitation, il faudrait que l'émissaire et la province trouvent un compromis avec la Société des grands élevages qu'elle les enchaîne pour entretenir de façon régulière cette route en attendant son asphaltage. Il y a aussi certains tronçons qui partent de Lufu à Songololo et de Yema à Mwanda, qui ont fait l'objet de nos échanges. Donc tout ça, ça va faire partie d'un protocole d'accord pour relancer le chantier dans le Bas-Congo. Au sujet de la surveillance de tous ces travaux qui se font dans la province, nous sommes tombés d'accord pour que ce soit le BTC, le Bureau technique de contrôle du ministère, qui puisse assurer dorénavant le contrôle de tous les travaux. Et puis, lutte contre l'insalubrité dans la province du Kassai occidental et plus précisément dans la ville de Kananga. Le gouverneur de province Alex Kandé Mupompa a, au cours d'une cérémonie, convié les différents responsables des services publics à procéder à l'assainissement de la ville. Question donc de redorer l'image de cette entité. L'image de la ville de Kananga, capitale institutionnelle du Kassai occidental, doit rayonner et refléter le développement de cette province. Pour y arriver, il faut lutter contre l'insalubrité sous toutes ses formes. Voilà la résolution prise par le gouverneur de province Alex Kandé Mupompa, qui a présidé une rencontre sur cette problématique. Nous voulons que la ville de Kananga redevienne une ville propre, une ville fréquentable, avec un environnement sain. Et tout le monde ici a accepté de mettre la main à la pâte pour que notre ville redevienne propre. La société civile, les opérateurs économiques, la police et les autorités municipales ou urbaines ont été conviés à réfléchir sur des solutions à l'insalubrité. La FEC elle est impliquée parce qu'il est vrai que la ville est sale. La FEC doit sensibiliser ses membres pour d'abord rafraîchir leurs murs et aussi éviter les marchés pirates, parce que les phénomènes des marchés pirates, ça concerne le fait qu'il y a les opérateurs économiques qui entretiennent un bon nombre de mamans qui viennent devant leurs magasins, donc ce n'est pas bon. À notre niveau, nous devons sensibiliser pour que ces mamans vident les lieux. Je sais que la population est à la base, une grande partie de l'insalubrité. Mais nous savons que l'État aussi, en assurant les services d'accès à la base, la population doit trouver sa part. L'État va nous aider à disposer des poubelles pour que la population puisse bien mettre ses ordures ménagères ou autres déchets toxiques dans ces poubelles-là afin qu'on puisse les évacuer. Autour du gouverneur Kandé, décidé de changer l'image de la ville, tous les participants à cette rencontre ont tous convenu la sensibilisation et la conscientisation de la population qui doit bien gérer les déchets et immondices, véritable solution à la lutte contre l'insalubrité. Et puis sachez que 3 villages du territoire de Walikale, Mifupi, Mungomangoma et Kareke, dans le groupement Bakano, secteur portant le même nom sur l'axe routier Walikale centre Bukavu, sont dans une psychose totale à la suite de l'annonce par les combattants Raya Mutomboki d'Isangui qui menacent donc de l'attaquer avant la fin de cette année. Et la société civile en appelle donc à l'intervention du gouvernement central. Cela fait 6 jours que les habitants des villages Mifupi, Mungomangoma et Kareke, situés sur la route Walikale centre Bukavu, vivent la peur au ventre suite à une attaque annoncée avant la fin de cette année des combattants Raya Mutomboki. Cette attaque imminente des Raya Mutomboki d'Isangui, c'est déjà une véritable panique dans les chefs des populations de ces villages estimés à près de 2000. Annonce M. Blaise Cheke, président des forces vives de Walikale, interrogé ce vendredi. C'est depuis maintenant 6 jours aujourd'hui que cette rumeur est en train de courir aux environs de l'âge de Chirac Bukavu, de Mifupi, de Mungomangoma et Kareke, parce que le mois passé, à la date du 26, il y a eu certains éléments derrière Mutomboki conduits par les Mali. Ils sont venus vers Katatoa, Otobora, ils ont pillé et ils ont amené même les gens dans la forêt. Alors, les mêmes personnes ont encore promis qu'ils vont venir rechercher le moyen pour leur permettre de fêter le nouvel an. Les gens passent la nuit dans la forêt et ne reviennent que le matin. La société civile de Walikale appelle les forces gouvernementales à se déployer sur cet axe routier situé dans le groupement Bakano pour permettre à la population de la région de passer les festivités de fin d'année dans la quiétude. De demander au commandant bataillon qui contrôle l'axe de renforcer au moins les mesures de sécurité, d'être trop proactif par rapport aux incursions des éléments Raya Mutomboki, afin de permettre à la population de fêter à toute quiétude. Cette
informations d'attaque des combattants Raïa Mutomboki du commandant Akilimali fait parler d'elle pendant que dans le sud Kivu, certains combattants Raïa Mutomboki affichent la bonne volonté des redditions. Et voilà peut-être que tous ceux qui, à l'instar de ces fauteurs de troupes, seront stoppés par la prière des habitants de la ville de Béni qui se sont retrouvés ce vendredi lors d'un culte religieux en faveur du rétablissement de la paix dans le Kivu et plus particulièrement dans la ville de Béni. Cérémonie organisée à l'esplanade de l'hôtel Ville. Et c'est le nonce apostolique Monseigneur Adolfo Tito, venu de Rome à la tête d'une forte délégation épiscopale qui a tenu l'homélie devant une marée humaine en présence bien évidemment des membres du comité urbain de sécurité. Eric Asmoussi pour plus de détails. Cette parole de réconfort est du nonce apostolique délégué par les souverains pontifes à Béni. Adolfo Tito, lors de son homélie, a appelé les habitants de Béniville et territoire à cultiver l'amour en écartant toutes les divergences. Par ailleurs, Monseigneur Sikoulimbeli Kisedeki, du diocèse de Béni Boutembo, a appelé la communauté internationale à procéder aux enquêtes internationales. Votre présence est un appel à l'espérance chrétienne devant ce massacre, ces tueries, ce carnage, ce crime contre l'humanité et devant le constat malheureux de notre impuissance nationale. Je voudrais relayer l'espérance chrétienne en demandant à la communauté internationale de diligenter une enquête internationale. Procédons à l'ouverture de cette cérémonie au nom du gouverneur du Nord Kivu. Le maire de Béni a prêté crédit aux retombées de celle-ci. Je reste convaincu que la prière de ces jours aura pour effet le début du soulagement des effets de tous les affres jusqu'alors endurés par vos brebis. Celles-ci ont fait leur la recommandation contenue dans la grande prière qui stipule « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». À cette occasion, il a appelé les membres de la délégation épiscopale à accompagner les services de sécurité. Jusqu'alors, plus ou moins 250 personnes sont passées par cette épreuve. Je vous prie, à travers la prière de ce matin, d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que tous les services spécialisés, en vue de venir à bout des forces maléfiques qui n'ont cessé d'endayer vos brebis. Notons que la délégation est composée des autres autorités catholiques, dont l'évêque de Goma et Bukavu. Lisons à présent la presse parue sur le net ce vendredi, d'abord avec Afrique.com. Nigeria, une fille de 13 ans arrêtée avant de commettre un attentat suicide. La police nigériane a arrêté une jeune fille de 13 ans munie d'une ceinture explosive. À Kano, note le journal, la plus grande ville du nord du Nigeria, peu après un double attentat suicide mené par deux femmes. Les jeunes filles de plus en plus impliquées dans les attentats au Nigeria. La police nigériane a donc arrêté une jeune fille de 13 ans munie d'une ceinture explosive, renseigne le journal, une arrestation intervenue juste après le double attentat sanglant au marché de Kano, la plus grande ville du Nigeria, menée par deux femmes kamikazes qui a fait 4 morts. La jeune fille en question s'est présentée dans un dispensaire de la banlieue de Kano mercredi, quelques heures après le double attentat commis par les deux femmes kamikazes. Les gens sur place ont appelé les forces de l'ordre qui ont trouvé les explosifs sur elle destinés à un attentat suicide selon un policier. Et à lire dans la Libération, à Yaoundé, la danse africaine percutante, la capitale camerounaise, note le journal et l'Institut français ont accueilli fin novembre les danseurs contemporains du continent, la centrale de lecture publique, des théâtres bien établis comme celui de l'Institut français ou du Goethe Institute, mais aussi la prison centrale et le centre des handicapés. Tous ces espaces de Yaoundé, note le journal, sont devenus fin novembre des plateaux pour la danse. La 7e édition du festival Abok in Danse et percussions, soutenu par le ministère des Arts et de la Culture du Cameroun et l'Institut français dans le cadre de la manifestation triennale Danse l'Afrique, Danse exclame le journal, et de sa plateforme de découverte et d'accompagnement. De nouveaux chorégraphes a donc permis de recenser une foultitude de gestes. Bonne nouvelle pour les clients et abonnés de la banque commerciale Roban qui dispose d'une nouvelle agence à la Grande Place Victoire pour faciliter désormais à ses clients un accès aux services bancaires à cette institution financière. Et l'inauguration de cette agence a eu lieu ce vendredi en présence du directeur du Fonds de la promotion de l'industrie.
Cette agence située sur la place Victoire est dédiée aux clients PME de la Robank. Principaux pourvoyeurs d'emplois en RDC, les PME devraient quitter le secteur informel pour le secteur formel en ayant accès aux services bancaires. Pour ce faire, la haute hiérarchie de la Robank a procédé ce vendredi à l'inauguration de cet espace. Robank démontre qu'elle poursuit activement sa démarche commerciale de proximité au service des entrepreneurs de notre pays. Elle veut ainsi, par une démarche axée sur l'information, la sensibilisation et la formation, leur proposer un accompagnement par des services et des conseils financiers appropriés. L'objectif est clair, faire entrer progressivement les PME dans le circuit bancaire et dans le secteur formel. Le directeur général du Fonds pour la promotion de l'industrie était également convié à cette inauguration. Par l'ouverture de cette agence, la Robank va permettre à ce que certains obstacles que rencontrent les PME dans l'accès à l'information, dans l'accès à la connaissance, dans l'accès au crédit soient levés. Les agents commerciaux outillés sont à la disposition de tous les clients PME de la Robank afin de répondre à leurs besoins. Quand on est ici, nous avons 14 commerciaux qui sont répartis selon les zones d'activité de la Kinshasa. D'accord ? S'ils ont l'activité à Limete, il y a des commerciaux qui sont dédiés à Limete. Et donc on les oriente vers ces commerciaux-là, qui les prennent en charge, qui vont parler avec eux, discuter avec eux, les écouter, ce qui est important, et de savoir quel est leur besoin. Quand un client vient, s'il a besoin d'un crédit, nous prenons sa demande, nous essayons un peu de parler avec lui, après nous faisons l'analyse pour qu'il puisse avoir un crédit auprès de notre banque. Nous sommes outillés pour pouvoir les écouter et pouvoir répondre à leurs besoins les plus profonds. En plus du cadre, la Robank met également à la disposition des PME 2 formules de crédit, à savoir le Business One ainsi que le Full Business. Et du sport pour boucler ce journal Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Les Léopards de la RDC embarquent pour le Cameroun le 29 décembre prochain en vue d'effectuer un stage bloqué pour la préparation de la phase finale. Jean-Florent Ibengue, le sélectionneur national, a également négocié un match égal avec les Lions indomptables du Cameroun durant le séjour du 11 national de la RDC en terre camerounaise. Et c'est la balle au pied que nous terminons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.